Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'Office de tourisme d'Illiers-Combray. Alors ici vous êtes en Eure-et-Loire donc, et vous êtes au pays de Marcel Proust qui a fait son premier tome du côté de chez Swann, donc de À la recherche du temps perdu. Bonjour, je m'appelle Sandy, je suis hôtesse d'accueil avec ma collègue Cynthia Vess et on est ravis de pouvoir accueillir tous nos visiteurs à Illiers-Combray et sur tout le territoire entre Beauce et Pégy. Donc on accueille des personnes du monde entier qui viennent sur les pas de Marcel Proust donc, parce que Marcel Proust appelait Illiers-Combray. Et du coup, les touristes viennent refaire les promenades qu'ils faisaient à l'époque, qui veut dire aux sources du Loir à Saint-Aimant. Vous avez le côté de mes églises qui est en réalité Mère Église, et donc Illiers. Et cette année, on va accueillir un grand événement, c'est le Printemps Proustien. Donc, du 11 au 19 mai, il présentera le centenaire du prix Goncourt pour l'œuvre de Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Bienvenue donc à l'Office de tourisme. Je suis le responsable de l'Office de tourisme et j'ai la chance de travailler avec mes collègues qui sont pleins d'enthousiasme et de dynamisme pour valoriser le patrimoine. Et Marcel Proust en fait partie, on est un des plus grands représentants, mais il ne faut pas oublier les autres centres d'intérêt que sont notamment le château de Villebon également, et puis le château de la Rivière à Pongouin. Et nous sommes associés pour évidemment valoriser ce patrimoine et apporter des lumières à tous les visiteurs qui souhaitent effectuer des visites sur Illiers-Combray. Donc nous faisons également à l'office quelques expositions tous les mois avec des thématiques différentes. Vous pouvez voir ici des confections de robes et de vêtements. Alors ça permet de un peu varier, de dire que le tourisme et la culture ont un lien et on essaie de le valoriser également, valoriser les créateurs. Ensuite, il est important également, avec cette belle architecture, cette belle verrière qui a été conçue par la communauté de communes du Pays de Combray en 2011, afin de permettre l'extension de la salle d'exposition. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on avait réalisé cette extension, avec une verrière et une belle vue de l'église, du clocher de l'église Saint-Jacques que vous apercevez, et dont le clocher date du XVe siècle, et que vous visiterez juste après. Ensuite, là vous avez également la maquette du château qui était finalement qui correspondait à l'époque du XVIe siècle, qui était dans cette configuration-là, et dont il ne reste 15e siècle, et dont il ne reste plus que 3 tours. Par la suite, je voudrais aussi associer mes remerciements avec Gisèle, qui va vous présenter, qui va vous faire visiter la commune d'Illiers et vous montrer ses plus belles curiosités, ses plus beaux centres d'intérêt, et notamment l'église, une partie de tours, alors, le château, et le château, et l'église, le Pré-Catalan, surtout le et jardin. le Pré-Catalan, le jardin et puis certains lieux proustiens, je vous montrerai. Voilà. Alors, on y va. Alors on y va. Très bien. Vous êtes ici devant l'Office de tourisme d'Illiers-Combray. Alors, Illiers-Combray, c'est maintenant actuellement c'est Illiers-Combray, le nom exact est Illiers-Combray. Mais jusqu'en 1971, c'était Illiers. C'est pour ça que vous voyez parfois Illiers tout court. Puisque Marcel Proust, c'est le grand écrivain qui est ici, le berceau de Marcel Proust, si on peut dire. Donc il est venu enfant chez son oncle et sa tante, qui avaient une maison familiale, pendant les vacances de Pâques, comme maintenant. Et nous avons retenu que
Ça aurait été bien puisque les gens connaissaient Combray, tout le monde entier connaissait Combray, mais pas Illiers. Donc nous avons demandé au Conseil d'État de coller Combray, qui était le nom du village qu'avait donné Marcel Proust à son livre, de l'ajouter pour que les gens sachent que c'est ici qu'était venu Marcel Proust en 1971. Et le ministre de l'Intérieur a accepté. C'est pour ça que maintenant nous nous nommons Illiers-Combray. Voilà, nous allons continuer. Je vais vous montrer la maison de son père, Adrien Proust, sur la droite. Que vous voyez avancer un peu. Oui. C'est la maison de son papa, qui est né lui ici, en 1844. Donc je vais vous montrer, c'est une petite maison qui remonte au Marcel Proust, qui s'appelait Adrien Proust, et qui était un grand médecin. Donc c'est une petite maison très ancienne du centre du village d'Illiers, qui remonte au XIe siècle, peut-être a dit un architecte. Alors vous voyez devant vous, vous avez donc au rez-de-chaussée, c'est l'entrée de la cave où étaient déposées les marchandises qu'ils vendaient. C'était une petite épicerie. Une petite épicerie qui vendait de tout, comme c'était autrefois des cierges, du chocolat, du miel, du pain, voilà, etc. Et ici, c'était l'entrepôt de la maison. Vous voyez, la porte est ronde, donc c'est le style roman. Donc il remonte probablement au XIe siècle. Vous voyez, la route s'est peu à peu surélevée à cause du revêtement que l'on met parfois pour la goudronner. Donc vous voyez que par rapport à l'entrée de la cave, c'est un petit peu surélevé. La route est surélevée. Oui. C'est parce qu'elle est très ancienne. Probablement la plus ancienne d'ici. Voilà. Maintenant, je vous montre le portrait de papa de Marcel Proust, qui est en haut. C'est une plaque de bronze qui a été apposée en 1966 à l'occasion de la rue qui a été renommée. La rue a été renommée rue du Docteur Proust, en son honneur. C'est une petite plaque qui a été déposée au cimetière. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Donc cette petite plaque faisait partie de sa tombe. Et nous avons pu, là, avec les descendants de Marcel Proust et de son frère Robert Proust, qui était également un professeur de médecine, un grand professeur de médecine, un grand chirurgien. Donc on l'a enlevé pour la déposer sur sa maison. Et l'histoire, cette histoire-là. Alors ici, vous avez derrière vous, avez une petite boutique qui s'appelle Expertise Comptable. Et c'est là qu'Adrien Proust, le grand professeur de médecine, est né. C'est sa maison natale. Alors, parce qu'avant, le centre, toutes les maisons se regroupaient autour de l'église. Alors ici, nous avons la chance d'avoir l'église, une grande église. Attention, parce que c'est la rue ici. Nous avons la chance d'avoir l'église et derrière le château. Oui. Alors ici, à la place de la fleuriste, c'était le grand magasin de nouveautés. C'était le grand magasin de nouveautés de Jules Amiot, qui avait épousé Elisabeth, la sœur d'Adrien Proust, c'est-à-dire la tante de Marcel Proust. Robert Proust était un grand professeur de médecine qui était un garçon très sérieux quand il était petit. Il s'entendait très bien avec Marcel, avec son frère Marcel, ils étaient très proches l'un de l'autre. Et il était aussi proche de son papa. Donc le papa étant professeur de médecine, lui, il a voulu faire pareil. Bon, il a eu une descendance, et aujourd'hui il en reste encore une descendante qui s'appelle Patricia Mante Proust, puisqu'elle avait épousé sa maman avait épousé Monsieur Mante. Donc elle s'appelle Mante Proust, Patricia. Une très jolie dame elle a fait plein de choses pour son papa. Et il n'y a plus qu'elle, il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres, parce que la descendance, ça continue, perpétue toujours. Et c'est celle que nous connaissons et qui vient souvent à Illiers nous rencontrer. Alors vous voyez devant vous la rue du Docteur Proust ici. De l'autre côté c'est la rue ici c'est la rue du Saint-Esprit.
Alors la rue du Saint-Esprit est très ancienne puisque Marcel Proust parle de la rue du Saint-Esprit dans son livre Du côté de chez Swann. Et le premier chapitre du côté de chez Swann s'appelle Combray, donc c'est ici. Alors la fenêtre de la chambre de sa tante qui était malade, la sœur d'Adrien Proust, son papa, donc donnait sur cette rue-là. Et c'est d'ici qu'elle était couchée, mais elle regardait par la fenêtre pour voir tout ce qui se passait. Le musée est devenu un musée beaucoup plus tard. Il y a un héritage, puisque M. Amiot est décédé en 1912, donc ils ont hérité de la maison de vacances. Et d'ici, vous apercevez la date de naissance de Marcel Proust, qui est 1871. Et ceci correspond à la maison qui a été achetée en 1998, qui a grandi au musée à la maison de Tante Léonie. Voilà. Et ça, maintenant, ça constitue, tout ça, c'est un ensemble maintenant, les deux maisons qui correspondent, le numéro 4 et le numéro 6 de la rue du Docteur Proust, correspondent. Donc voilà. Oui. Et ça a agrandi la maison et vous voyez d'ici la naissance. Alors je vous ai dit que la ville d'Illiers était très ancienne et on peut voir des marques d'ancienneté parmi les maisons qui se situent sur le centre. Celle-ci, c'est le centre d'Illiers, puisque l'église est derrière nous. Et ici, vous voyez 1588. Ça témoigne de l'ancienneté de la ville. À cette époque-là, c'était Henri IV, le roi de France, donc qui est venu ici à Illiers parce qu'il aimait bien cette ville qui était très industrielle à cette époque-là. Et il y a beaucoup de gens qui venaient passer quelque temps ici. On va redescendre, c'est le passage de l'égout. La petite ruelle s'appelle le passage de l'égout. Donc effectivement, c'était un égout ici qui passait, puisque les gens n'avaient pas de déchetterie. Et puis les jeter dehors, tout ce qui n'était pas des déchets. Les déchets, les jetaient par la fenêtre. Et donc ici, il y avait un égout qui emportait tout. Et vous voyez, on continue, vous voyez, ça continue jusque là-bas au fond. Donc de l'église, c'est un ruisseau qui emportait les déchets. On continue vers puisque vous voyez l'encorbellement ici, dans la Charte. Vous êtes allé à Chartres. Si vous êtes allé à Chartres, vous avez vu des maisons comme ça. Le premier étage est plus grand que le rez-de-chaussée. Vous voyez qu'il déborde. C'est parce que les impôts étaient payés selon la surface. Alors que la surface au sol était réduite pour payer moins d'impôts. Et ensuite, on agrandissait les étages supérieurs pour payer moins. Vous voyez ici, tout témoigne de l'ancienneté. Passage. Nous allons arriver vers le château. Le château a 1000 ans cette année. 1019, il a été construit en 1019 et nous sommes dans 2019, donc ça fait 1000 ans cette année. Son anniversaire. Vous voyez, c'est l'entrée du château médiéval. C'était ici qu'il y avait cette entrée. C'est pour ça que nous avons gardé le nom de rue du château. Parce que c'est celle qui conduisait vers le seigneur d'Illiers, qui s'appelait Florent d'Illiers. Donc c'est ici qu'il était. Vous voyez ici, vous avez une petite maison d'habitation. Ça, c'est un reste du château. C'était un pont-levis qu'il y avait pour pénétrer vers le donjon du seigneur. Vous voyez, c'est une toute petite maison. Vous voyez la hauteur de cette petite maison, le donjon faisait 2 fois ça. Donc c'était très grand. Et vous avez des vestiges de ruines, mais ça on peut le voir de l'autre côté, on va aller voir la tour en ruine, qui est aujourd'hui donc à Milan. C'est aussi à Milan, c'est Milan. Voilà. Pour nous, c'est une grande fête. C'est privé? C'est privé maintenant, c'est une habitation privée. Parce qu'il n'y a plus de descendants de la famille d'Illiers. Donc ça a été revendu à des propriétaires privés depuis le XVIIIe siècle. Vous voyez, regardez le clocher comme il est beau.
Regardez le clocher derrière au fond. On le voit de partout. On le voit à des kilomètres à la ronde. C'est magnifique. Et les maisons ici, c'est toujours, on n'est pas plus dans le centre, mais presque tout autour. Donc il y a encore des maisons très anciennes qui existent. Bon, celle que vous avez derrière est très ancienne, mais elle a été recouverte par un crépi. Parce qu'elle devait être abîmée, et donc elle a été restaurée. Et puis vous avez de l'autre côté, vous avez une grange qui est dans son état originel, d'origine, et qui est du XVIIe siècle, donc vers 17e, 1650. C'est très ancien. Et de l'autre côté, vous avez le petit mur qui longeait le château. C'est la propriété du seigneur. Donc tout à l'heure, nous avons été voir l'entrée. Oui. Et maintenant, vous voyez que c'est le petit mur qui longe, là, délimite le territoire du château. Alors, vous avez cette rue qui n'existait pas avant le 19e siècle, elle n'existait pas. Et ici, elle est goudronnée maintenant, elle surmonte les douves du château qui protégeaient le château seigneurial. La douve passe en dessous de cette route-là. Parce qu'on a transformé la douve du château en voie de communication de façon à ce que les gens puissent se déplacer. Et si vous regardez le sol est plus bas que la route. Vous voyez, il y a une différence de niveau. Donc ici, ça surmonte la douve. La douve, c'est le ruisseau qui entourait le château pour le défendre. Alors c'était un château de défense, pour se défendre, un château fort. Alors il était entouré d'une douve, 2 fois. Il y avait 2 cours, la basse cour pour là où il y avait les animaux, pour le bétail, pour manger l'alimentation, et la haute cour, donc c'était pour le seigneur et pour ses invités. Donc la basse cour pour les gens de tout le monde, toute la population, et la haute cour c'était seulement pour les invités du seigneur. Et quand on rentrait, quand on passait, il fallait passer. Donc pour passer au-dessus de la douve, il y avait le pont-levis, un pont-levis, il y avait des archers qui étaient autour de la porte d'entrée, qui regardaient qui venait, qui s'adressait à eux. Et vous avez dans les tours, vous voyez la tour qui est derrière vous, c'était une tour de défense. Donc voilà ce que c'était, mais c'était en plus haut que ça. Hein. Elle a perdu un peu de hauteur. Il y avait 6 tours, ou même 8. Vous avez filmé la maquette, donc on peut les compter. Oui. Donc il y avait 6 ou 8 tours de défense. Mais on ne pouvait pas pénétrer comme ça n'importe quand et n'importe comment. Alors, je vous explique maintenant que nous arrivons donc au bout du château. Nous arrivons au bout du château et là-bas, il y a le Loir qui coule. Le Loir qui coule, c'est la rivière qui vient et qui va se jeter dans la Mayenne. La Mayenne se jette dans la Loire. Il y a une province qui s'appelle la Beauce et le Perche. Avant, la France était divisée en provinces. Ici, c'était la Beauce. Jusqu'au bout du chemin, c'était le Loir qui passait, qui faisait la frontière. Alors, il faut s'arrêter quelques instants auprès du jardin médiéval que nous avons reconstitué et inauguré l'année dernière, au mois de septembre. Ce terrain était mal entretenu ou pas entretenu du tout, donc la mairie l'a acheté pour faire la protection de la tour, parce que la tour était en danger, d'écroulement. Donc ils ont acheté ce terrain pour en faire un jardin médiéval à l'occasion de l'anniversaire des 1000 ans de ce château. Et nous avons reconstitué un jardin avec des simples herbes. Des herbes. C'était un peu pour protéger la tour qui est menace de ruine. Voilà. Maintenant, on fait le tour du château. La tour il n'y a plus que 2 tours qui subsistent.
Donc celle-ci qui est menacée de ruine, mais elle est encore en bon état, je trouve. Et puis l'autre qui se trouve dans un jardin privé, donc qui est très abîmé, mais ça on ne peut rien faire, c'est privé. Alors ici, donc c'est la fin du château, on tourne de ce côté-là. Un côté c'est un lavoir, mais il est plus récent, et c'est un lavoir du 19e siècle, puisque les gens du village venaient laver leur linge dans ce petit lavoir, puisqu'ils n'avaient pas d'eau courante à ce moment-là. Donc depuis, après, ça a été abandonné, avec la machine à laver et l'eau. Vous voyez, on voit là, par la meurtre. Ça, c'est une meurtrière, la petite fenêtre que vous avez. Oui, elle est belle, cette tour. Oui. Alors la douve, la voilà. Vous voyez la douve que je vous parlais tout à l'heure, Donc ça en va ici. L'eau s'en va ici, sous la route. Donc ça continue par là. La douve est alimentée par une source du château. Il y a une source qui a sauvé plusieurs fois le château du siège des ennemis. Et puis après, ça a donné ces douves qui sont maintenant couvertes pour faire des voies de communication. Alors les vestiges qui restent. Le jardin médiéval, vous voyez, il vient jusqu'ici. Hein. Tout ça, ça a été racheté par la mairie. Alors les ruines du château, des murs, donc peut-être on va en voir un peu. Oui, on les voit là. Vous voyez au fond? Oui. On voit des grosses pierres. Bon, il ne reste plus grand-chose, forcément. Mais il y a toujours les petits canards qui sont là. Je ne vois pas d'autre chose ici. Bon, la maison d'habitation qui était la porte du pont-levis, on la voit bien là, ici, d'ici. Bon, les arbres sont... Il n'y a pas encore des fleurs, mais ça va venir. Et puis on arrive, voilà, c'est le château fort de défense. On peut revenir en arrière maintenant. Il n'y a plus grand-chose, mais bon. C'était quand même assez grand comme superficie et maintenant on voit bien comme la grandeur du château. Ça devait être un bâtiment énorme. C'était la famille Dillier, puisque c'était la descendance après, jusqu'en 1590. Et puis ensuite, ça a été revendu à des petits nobles, des nobles des environs. Donc il y en a eu au moins 5 grandes familles qui ont habité ici. 5. Oui. Des grandes familles. La dernière était revendue à... La dernière famille était un menuisier qui avait mis la scierie pour couper le bois dans le donjon. Et il y a eu un orage tout a pris feu. Et puis après, ça a été revendu à Madame Daché. Et puis maintenant, voilà. Et les gens ont pris des pierres pour construire leur maison. C'est ce qu'on faisait avant, quand il y avait des maisons qui étaient en ruine, on allait chercher les pierres pour construire. Parce que les pierres étaient très, très bonnes. C'était souvent de la pierre de Berchères. La pierre de Berchères, c'est une pierre qui a existé. Parce qu'ici, du temps de la préhistoire, autour de l'ère tertiaire, il y avait un grand lac. Le bassin parisien était recouvert par un lac. Une fois que les mers sont descendues, sont abaissées, la terre s'est relevée. Il y avait un grand lac qui s'appelait le grand lac de Beauce. Et dans le lac de Beauce a formé un sédiment qui est devenu une pierre qui est extrêmement dure, qui ne gèle pas et qui n'est pas éternelle, mais elle dure des siècles. Et maintenant, la carrière est épuisée, mais elle a donné beaucoup de pierres.
Et puis après, c'est devenu la Beauce avec les champs de maïs, de graines, de blé. C'est devenu le grenier de Paris. Au cours des siècles, ça a changé. Illiers est un lieu très ancien. Puisqu'il y a eu avant de construire l'autoroute, la fouille archéologique a été effectuée par des archéologues. Et donc, qui ont remarqué que des traces d'habitation subsistaient depuis des millénaires. Donc c'est un lieu très ancien et un lieu de passage, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de passages entre la Beauce et la Normandie et Paris. Nous sommes vraiment très, très anciens. Oui. Ici, vous voyez là, le long de la rivière, c'est la limite entre deux provinces. La province de la Beauce, ici, où nous sommes ici actuellement, et de l'autre côté du Loir, c'est la province du Perche. Les ennemis, au Moyen-Âge, arrivaient du Perche, parce que c'était un comté, il y avait le comté du Perche, et ici c'était le comté de Chartres. Donc chaque seigneur avait un comté. Les ennemis arrivaient du Perche, ils étaient tombés sur le château de défense, et ils étaient éliminés. Là aussi c'est beau. C'est très beau. Alors on va continuer, on va aller jusqu'à la source. Devant vous avez la source du château qui a cette eau a alimenté le château très longtemps et permettait aux gens qui habitaient ce château donc d'être assurés d'avoir toujours de l'eau potable. Et il y a sous le château, il y a beaucoup de souterrains qui partent vers la ville, surtout sous l'église, ce qui fait qu'ils avaient l'eau et les provisions pour sortir. Ils pouvaient sortir pour aller chercher les provisions, ils pouvaient même y rentrer par les souterrains. Vous voyez, le terrain, il est un peu encore marécageux, c'est pas sec. Oui. Dès qu'il pleut un peu. Alors regardez la construction de cette source. Ça, c'est l'ancien. C'est l'ancienne source. Donc c'est la source, on l'appelle la source Saint-Jacques. Parce qu'ici, tout est Saint-Jacques. Tout est la fontaine, Saint-Jacques, l'église Saint-Jacques, tout est Saint-Jacques. Alors ici, on a constitué un hôtel des insectes pour que les insectes puissent venir et polliniser aussi les fleurs qui sont très belles au mois de juillet. Il y a des fleurs partout. Et il y a beaucoup d'insectes et d'abeilles qui viennent butiner ici. On leur met des choses pour manger. Et les enfants sont très contents de les regarder. Ils voient les petits animaux qui viennent travailler. C'est charmant, je trouve. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont du bois pour faire des termitières. Enfin, il y a de tout. Les enfants sont heureux. Ce pont que vous voyez devant vous, donc sépare la Beauce, la province de la Beauce avec la province du Perche. Et c'est par ici que nous passons pour aller visiter le jardin du Pré-Catelan ou le jardin de Marcel Proust. J'aime beaucoup ce petit pont parce que je trouve qu'il est vraiment adorable. On voit au printemps, il y a des nymphéas. Vous voyez les feuilles de nymphéas. Et puis après, il y a les poules d'eau, il y a tout le monde, tous les animaux qui viennent pour voir ce qu'il y a. Alors ici, c'est toujours Illiers. Ce sont des logements sociaux très récents. Et nous tournons vers la droite. Vous voyez, nous allons prendre le chemin de halage. Pour aller vers le Pré-Catelan. Le chemin de halage, c'est pour tirer les bateaux. Le halage de bateaux. Mais c'est Marcel Proust qui disait ça dans son roman. Il disait qu'il allait au chemin de halage. Qui n'a jamais été de halage parce qu'il n'y avait pas de bateau. Le Loir vient de 6 km environ depuis 6 km, il est tout petit, donc il ne peut pas y avoir de bateau qui passe. Après le Loir, ce petit ruisseau là,
Donc il devient très gros, de plus en plus gros. Après il passe par Vendôme. Il va se jeter dans la Mayenne. Et la Mayenne va se jeter dans la Loire. Tout ça, ça va à Nantes. Dans la Alors mer. vous voyez, on était de l'autre côté. Je vois que tout est bien fleuri. Il y a plein de pâquerettes. Les aubépiniers, voilà un aubépinier. Ça, c'est un aubépinier. Et vous voyez, il va être fleurir bientôt. Marcel Proust adorait les aubépiniers. Et puis, c'est un arbre de la région, l'aubépine. Il fait des belles fleurs blanches ou roses. Là, ce sera blanc. Je vois que ce sera du blanc. Ils sont déjà en bouton. C'était sa fleur préférée, c'est de l'aubépine. Alors, vous voyez des aubépiniers partout ici. Ça, ce sont des noisetiers pour donner un peu d'ombre. Et puis des aubépiniers, il y en a un peu après derrière vous. Ils sont encore tout petits parce que les arbres étaient aussi grands que de l'autre côté. Et de ce côté-ci, c'était la même année où ils ont été plantés. Comme ils étaient malades, on les a tous coupés. Vous voyez, on les a coupés, c'était gros. Oui. Et puis remplacés par les petits maintenant qui vont grandir encore à nouveau. L'eau maintenant a rebaissé. Ce Loir est vraiment très capricieux. Et donc parfois, souvent même, il débordait. C'est inondé. C'est pour ça qu'il n'y a personne ici. Parce qu'on pouvait pas, comme c'était inondable, on ne pouvait pas construire de maison. Alors maintenant, nous avons mis un bassin, la petite maison qui se trouve devant vous, là. C'est une petite maison de rétention d'eau. Donc qui régule le flux du Loir, qui permet qu'il reste stable. Alors il baisse ou il monte, mais il ne déborde pas. C'est tout ce qu'on veut. Nous continuons. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est le jardin du Pré-Catelan, qui est au bout de ce chemin. Alors il est venu à l'âge de 5-6 ans, et puis il est parti quand il avait 10 ans parce qu'il était asthmatique. Et ici, c'est pas un bon climat, c'est un climat trop humide, parce que l'eau stagne toujours, et donc il y a beaucoup d'asthmatiques. Et Marcel Proust était devenu asthmatique. À l'âge de 10 ans, il était en train de se promener à Paris, puisque ses parents habitaient Paris. Il était en train de se promener quand il a eu sa première crise d'asthme devant son père. Et son père a eu très peur, il croyait que son fils allait mourir étranglé. C'était vraiment très très difficile. Et puis là, il a décidé qu'il ne vienne plus à Illiers. Donc vous voyez, il n'est pas resté longtemps. Mais il a plein de souvenirs d'ici. Et ces souvenirs, on les conserve, nous, dans notre cœur, dans le cœur, pour se dire, on dit, tiens, ce grand écrivain, il est venu là, il a fait ça, il est allé ici, il est allé au jardin, Nous conservons tout ça. C'est pour ça qu'il y a un musée et puis une société des amis de Marcel Proust pour perpétuer le souvenir de Marcel. De ce grand écrivain qui est quand même lu dans le monde entier. On dit que c'est l'écrivain qui est le plus lu dans le monde. Et je pense que c'est vrai parce qu'on voit des gens de partout, de tous les pays qui viennent ici. Oui. C'est curieux parce qu'on est un tout petit village et on ne s'attend pas à voir autant de monde. Qui arrivent comme ça du Mexique, de l'Australie, du Japon, de la Chine, de la Russie, de l'Afrique du Sud. J'ai vu des gens de partout. C'est rare que les gens viennent comme ça dans un petit village pour voir, mais c'est le souvenir de Marcel Proust qui fait ça. Le jardin du Pré-Catelan, qu'on appelle aussi le jardin de Marcel Proust, c'est un jardin remarquable, classé remarquable. Il a été classé le 12 décembre 1947. Alors je ne parle pas trop parce que la plaque dit tout. Oui. Alors notamment la célèbre
haie d'aubépine que nous ne manquerons pas d'aller voir pour que vous voyez la haie d'aubépine. Parce que pour Marcel Proust, il adorait ce jardin. C'était vraiment un amour pour les fleurs surtout. Et les fleurs d'aubépine, c'est pour ça qu'il y a la haie d'aubépine quand elle est en fleurs. Ça nous fait penser à Marcel Proust. Et nous rentrons maintenant dans ce jardin qui a à peu près 7000 m² de terrain, mais en 3 niveaux, sur 3 niveaux. Ce qui fait qu'on ne pense pas qu'il soit aussi grand, parce que ce sont 3 petits niveaux. Donc le niveau bas que Marcel Proust appelait la plaine, le niveau médian, il appelait le labyrinthe, parce qu'il y a beaucoup de parcours, de petits sentiers bordés de buis. Et puis en haut, c'est le potager. Alors, si vous voulez, nous allons nous promener dans le jardin de Marcel Proust. Et puis je vous montrerai les arbres que son oncle avait plantés. Il en reste encore 3. Et oui. Et puis les autres ont eu un arbre n'est pas éternel, donc ils sont morts. Et puis on les a replantés au fur et à mesure. Ce qui fait que le jardin est alimenté par une source voisine, c'est du bois voisin. C'est un petit ruisseau qui a été creusé artificiellement, qui s'appelle, Marcel Proust a appelé la serpentine, parce qu'il est comme un serpent. Vous voyez, devant, c'est la tête du serpent, qui a forme de tête de serpent triangulaire. Et l'eau continue sous la route et va se jeter dans le fleuve le Loir, qu'il appelle la Vivonne. Devant vous, vous avez un grand arbre, qui est un séquoia géant, qui doit avoir 70 ans. Donc il n'est pas vieux, puisque ces arbres-là, on les trouve un petit peu partout, surtout aux États-Unis, en Californie, je crois. Il y a des séquoias géants. Il est encore petit, il a encore le temps de pousser. Il y a beaucoup de petites fabriques. Les petites fabriques, ce sont des petits bâtiments construits pour les jardins, qu'on va voir. Ici, vous avez un petit pont qui permet d'aller de l'autre côté. C'est une île, petite île, donc on peut aller sur l'île. Et vous avez des grands arbres. Le grand arbre qui est au milieu, qui est un platane. Vous voyez le platane devant vous. Le grand devant. C'est un platane qu'a planté M. Amiot. Donc il a au moins 150 ans. Et quand il a ses feuilles, il domine tout. Et alors, quand Marcel Proust venait jouer dans le jardin, parce qu'il venait pour y jouer, parce qu'il était petit, il pouvait voir le clocher de l'église. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que la végétation elle a poussé. Oui. Donc on ne peut plus voir le clocher de l'église, mais tout ça, ce sont des choses que j'ai lues du côté de chez Swann. Le premier volume de la recherche du temps perdu, et le premier volume donc, parle de Combray. Combray, c'est ici. Alors, il y a encore 3 arbres qui ont été plantés par M. Amiot. Donc le premier, c'est le grand platane. Le deuxième, c'est le sapin de Nordman, que vous voyez au fond. Ces 3 arbres-là sont les plus anciens du jardin. Et puis il y a beaucoup de fleurs, donc Marcel Proust adorait les fleurs. Donc il y a des iris jaunes, il y a des plantes, des gunéras, des grandes feuilles. Est-ce qu'on peut aller? On va les voir. Ça repousse, je pense que c'est le froid qui les a détruites, mais ça va repousser. Ça a gelé, parce qu'il a fait très froid. Alors ça c'est l'île, il y a des petits ponts donc pour traverser. Je viens ici pour lire, parce qu'il était futur écrivain, donc il lisait beaucoup, il adorait ça. Il adorait lire, et puis au calme. Alors je pense qu'ici il était très au calme, parce qu'il n'y a personne. C'était un jardin privé, puisque ça appartenait à son oncle, à M. Amiot, donc il n'y a personne venait, sauf après, parce que M. Amiot invitait tous les enfants du village à venir jouer avec Marcel, ici dans son jardin.
les petits-enfants qui ne partaient jamais, puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, donc ils partaient jamais en vacances. Ils venaient ici. Le jardin il est agrémenté par des petites fabriques. Les petites fabriques, ce sont des petits bâtiments qui sont dans les jardins. C'était à l'origine un jardin à l'anglaise. Un jardin à l'anglaise, c'est que la végétation pousse toute seule et libre. La végétation est libre de pousser comme elle veut. Alors lui, il l'avait aménagé comme ça. Donc c'était un petit peu beaucoup de végétation. Et ici, il avait rapporté ça. Il allait souvent en Afrique du Nord. Parce que la France faisait donc c'était l'Algérie. L'Algérie qui faisait partie de la France. Et donc il avait trouvé des idées. Là-bas, c'est un monument funéraire. Pour les personnes qui sont vénérées, des grands personnages qui sont vénérés donc par des monuments comme ça, mais c'était un monument funéraire. Et lui, il a rapporté cette idée-là de l'Afrique du Nord pour en faire en haut un endroit où les pigeons venaient manger et en bas, les canards venaient manger en bas. Ça, c'est pour se reposer. Donc Marcel Proust venait se reposer dans ce petit kiosque. Il y lisait. Il était souvent seul, mais il aimait bien cette ambiance de solitude, de calme, de Norman, un pine tree. C'est le sapin de Norman qui a été planté par M. Amiot. Alors il est un peu juste derrière, il y a un grand chêne pédonculé. C'est un grand chêne. Ce sont les 3 arbres qui restent du temps de Marcel Proust. Seulement 3. Les autres il y a eu des inondations du Loir qui ont fait que la végétation est morte, les arbres sont morts, asphyxiés par l'eau. Il y a eu beaucoup d'inondations, notamment un hiver 1951. L'hiver était très long et la pluie est tombée jusqu'à 1,20 m. Sur votre droite, à droite, vous avez un arbre, c'est le 3e arbre qui a été planté par M. Amiot. Donc il a dû être planté vers 1860. Donc il a maintenant il est très ancien. Oui. Et il a été un peu trop planté trop près des autres, du sapin de Norman. Donc il n'a pas beaucoup d'espace. Oui. Et on ne le voit pas bien. S'il est caché par les autres arbres. Mais donc c'est le 3e arbre qui reste de M. Amiot. Après vous avez ici la noria. La noria, c'est un bélier hydraulique, c'est pour faire monter l'eau de la source. Il y a une source là derrière. Il n'y avait pas d'eau courante, donc on se servait de choses comme ça. Ça s'appelle une noria. Il a ramené cette idée-là d'Afrique du Nord, de son voyage en Afrique du Nord. S'il y allait souvent. Là-bas, sa fille et son gendre habitaient là-bas en Algérie. Donc il allait leur rendre visite. En même temps, il regardait ce que les gens faisaient. Et donc il a fait reconstruire la noria ici pour alimenter en eau potable les fleurs, les arbres et le potager. Alors ici, donc on a attelé un cheval à cette barre. Le cheval ici tournait tout le temps. Et il faisait monter l'eau par pression jusqu'ici. Il y a des canalisations qui s'en vont un peu partout, qui montent au jardin et qui pour arroser ces fleurs et le jardin potager. M. Amiot avait une passion de l'horticulture, il était passionné par l'horticulture. Il avait une grande collection de rosiers du Bengale qu'il mettait là exposé parce que c'est un endroit médian qui est bien exposé au soleil. Et il venait souvent à son jardin pour voir ses fleurs. Marcel Proust faisait comme lui, donc il regardait les fleurs aussi. C'est là qu'il a appris à voir tout ce qui était merveilleux ici à la campagne, qu'il ne voyait pas à Paris. On va monter un peu plus haut pour aller voir le pavillon des archers. Le pavillon des archers, que vous voyez, ce petit bâtiment derrière.
pavillon des archers. Le pavillon des archers. Alors c'est un peu en hommage au jardin du Pré-Cattelan qui est ouvert à Paris en 1856. Et parce qu'il y avait une exposition universelle qui se tenait à Paris en 1555. Et après une autre exposition universelle qui a eu lieu à Paris en 1867. Donc il fallait faire des... Vous voyez, c'est artificiel. C'est un petit pavillon qui est construit sur un rocher artificiel. C'est ce qui se faisait à Paris dans les jardins. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça à Paris, dans les parcs et jardins de Paris. Alors ici vous avez une petite maison au-dessus qui permettait d'avoir un petit salon là-haut, une petite cuisine et une salle de repos. Ici c'était pour les outils de jardinage, pour ranger les outils de jardinage. Maintenant l'escalier est en train de s'ébouler, donc on ne peut pas monter par le petit escalier qui est là sur le côté, parce que c'est dangereux. On n'y montera pas, on fera le tour si vous voulez. Je vais vous montrer une date parce que la construction de ce petit pavillon s'est arrêtée en 1889 pour l'exposition universelle de 1889. Vous allez voir la date qui est sur le côté, dans le rond là. Oui. Vous la voyez la date? Oui. On va encore voir un petit bâtiment. Du jardin. Donc oui, il y avait tous les légumes et les fruits du potager, notamment les asperges. Les asperges ont beaucoup de... C'est très amusant parce que dans la maison de tante Léonie, il y avait une domestique qui s'appelait Françoise. Dans le premier volume, donc on parle de la cuisine de Françoise. Vous l'avez vu la cuisine en allant au musée? Oui. Voilà. Alors c'était là qu'elle faisait sa cuisine. Et elle venait chercher les asperges ici. Il y avait des champs d'asperges. Et elle les faisait éplucher par sa fille de cuisine qui était allergique parce qu'elle attendait un bébé. Et donc elle ne pouvait pas supporter les asperges. Elle faisait exprès. Et on mangeait beaucoup d'asperges et ça plaisait beaucoup à Marcel Proust. On va faire le petit tour du bâtiment. On l'appelait le pavillon des archers. C'est une légende qui existait à Pré-Cattelan à Paris. Le Pré-Cattelan est situé à Paris dans le bois de Boulogne. Une reine, Béatrix de Savoie, qui venait apporter des présents au roi de France. Et dans le déplacement, il y a eu les archers qui se sont retournés vers Cattelan, le troubadour, qui faisait partie du cortège. Ils l'ont tué pour avoir bien des cadeaux qui étaient apportés au roi. Alors, monsieur Amiot a trouvé que cette légende était très belle et donc a appelé son pavillon le pavillon des archers. Comme Cattelan avait ses archers, il a été tué par ses propres archers, donc il l'a appelé du même nom. C'est la légende qui a eu lieu au bois de Boulogne. Et depuis, il y a toujours eu la croix Cattelan au bois de Boulogne. Depuis ce jour-là. Oui. Alors là, on peut s'asseoir à l'ombre quand il y a une charmille. On va aller voir l'allée des aubépines. On continue. On monte un peu. Ce qui frappe ici, c'est tous les tons de couleur verte. Oui. Et les cannes, il y a beaucoup de cannes, mais il y a beaucoup de gens qui viennent prendre des photos de mariage ici. Alors,
Si vous voulez, vous prenez la... Il y a une citation de Marcel Proust, ici. Je le lis. Oui. C'est une citation de Marcel Proust qui se trouve dans du côté de chez Swann, quand il vient au Pré-Cattelan, au jardin. Alors il dit « Je le trouvais tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formée comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs amoncelées en reposoir. Au-dessous d'elle, le soleil posé à terre, un quadrillage de clarté comme s'il venait de traverser une verrière. » Et c'est vrai. Alors on va se voir là le chemin des aubépines maintenant. Voilà, les aubépines sont en bouton. Non, oui, je crois qu'il y a des boutons. Ah, il y en a une qui sont sorties là. Il y a des fleurs qui vont arriver là. Celui-là, ce sont des... Ici, il y a des fleurs. Là, il y a des fleurs. Celui-là, ils sont des aubépines blanches. Alors, nous nous trouvons en dehors du parc de Swann. Le parc de Swann, c'est le jardin du Pré-Cattelan. Parce que Marcel Proust avait parlé de parc de Swann, de ce jardin. C'est le jardin de Marcel Proust, mais en fait, dans son livre, c'est Charles Swann qui habite ici, parce que c'est sa propriété. Et il dit que c'est le parc de Swann, ou Tansonville. Tansonville n'est pas là, il se trouve à 2 km, j'y habite. Mais là, c'est comme c'est dans son roman. Oui. Alors quand M. Swann était là, il ne rentrait pas, il est allé du côté de mes églises, par ici, ou du côté de Guermantes, par là. Alors là, ce sont les 2 promenades qu'il faisait avec ses parents. Alors du côté de mes églises, ce n'est pas très loin, donc il disait on y allait souvent, plus souvent. Et du côté de Guermantes qui va vers le Perche, donc c'était plus loin, et il faisait très attention avant de partir, de savoir si le temps était favorable à la promenade ou pas. Et s'il allait pleuvoir, il n'y allait pas. Alors c'est ici, ils arrivaient ici, c'est ici que se croisent les deux promenades, les églises et Guermantes. Alors le père disait, son papa disait quand il était ici, c'était le plus beau paysage de la plaine qu'il connaissait, c'était ici. Ça c'est le grand champ de la Beauce. Et puis du côté de Guermantes, donc c'est par ici, vers le Perche, c'est vers le Loir. C'est plus vallonné, c'est plus verdoyant. Je vais vous lire un passage de Marcel Proust, donc il parle de la haie des aubépines. C'est très, très joli. Je ne peux pas faire mieux que Marcel Proust. Alors c'est triste là, mais je dois le dire parce que c'est charmant. Je cite Marcel Proust. Cette année-là, quand on peut plus tôt que d'habitude, les parents eurent fixé le jour de rentrée à Paris, le matin du départ. Comme on m'avait fait friser pour être photographiée, coiffer avec précaution un chapeau que je n'avais encore jamais mis et revêtir une douillette de velours. Après m'avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit raidillon des aubépines, contigu à Tansonville, c'est le parc de M. Swann, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branches, piquantes et comme une princesse de tragédie, à qui pèseraient ses 20 ornements, ingrat envers l'importune main qui, en formant tous ses nœuds, avait pris soin sur mon front d'assembler mes cheveux. C'est triste, c'est le départ vers Paris. Oui. Là, les vacances sont finies, donc il s'en va, vient dire au revoir aux aubépines. Maintenant, je vais vous amener de l'autre côté, puis je vais dire un autre passage, parce que c'est pour les fleurs. Oui. C'est très joli aussi. Au pied de la fameuse église Saint-Jacques, la fameuse église Saint-Jacques que Marcel Proust appelait l'église Saint-Hilaire, mais elle est dédiée à Saint-Jacques. Elle est de la deuxième moitié du XVe siècle. Elle est en style gothique.
puisque c'était au XVe siècle, mais sur une ancienne église romane. Nous entrons pour aller voir la place où se tenait Marcel Proust quand il venait à la messe avec ses parents. Il se trouve en haut de la porte du portail. Oh oui, je En la haut, vois. devant une petite pierre blanche, et il y a quelque chose d'inscrit dessus. Ça, je ne peux pas lire. S'il vous plaît, si vous voulez rentrer, nous allons voir. C'est là où Marcel Proust disait qu'il venait à la messe, il regardait Gilbert le Mauvais. Oui. Gilbert le Mauvais. Ici, c'était la place de Marcel Proust, de ses parents ici, ou avec sa grand-mère. Puisque à ce moment, quand il venait, il fallait réserver sa place. À cette époque-là, on devait réserver les places à l'église. Et c'est ici que Marcel a vu pour la première fois la duchesse de Guermantes, qui se trouvait dans la chapelle en face de lui, face à lui, dans la petite chapelle de la Vierge, pour le mariage de la fille du docteur Percepied. Ils se sont croisés des yeux, ils ont croisé leurs regards, et il l'a trouvée très belle. Alors, si vous regardez vers le vitrail du fond, tout à fait là-haut, vous avez 5 personnages. Vous avez à droite, tout à fait à droite, Gilbert le Mauvais. Marcel Proust dit que c'est Gilbert le Mauvais, un descendant des Brabants, qui se trouve ici, un descendant des Guermantes, qui est ici en armure de chevalier. Et vous avez Saint-Jacques, donc Saint-Hilaire à côté, juste à côté de Gilbert le Mauvais, et Saint-Hilaire. Maintenant, on peut retourner vers le fond de l'église. Maintenant, je voudrais dire, après toutes ces visites parcourues, donc je voudrais dire un petit mot de fin sur Marcel Proust, que je trouve très joli, et qui se trouve sur ce petit journal. Alors, de cet homme à la santé fragile, mort à 51 ans, il ne reste que quelques photos. Et l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, qui est à la recherche du temps perdu. Des années durant, Marcel Proust a bâti son livre « À la recherche du temps perdu » comme une cathédrale. C'est ce qu'il disait dans Le Temps retrouvé. Sa cathédrale, c'est une quête infinie du souvenir et des sensations du passé. Des images de l'enfance à Auteuil ou à Illiers, en passant par les promenades de bord de mer à Cabourg ou les grandes soirées de l'aristocratie parisienne, Marcel Proust a fait de sa recherche à la fois le tableau d'une époque et le reflet de toute existence humaine. Près de 100 ans après sa mort, aujourd'hui, des milliers de passionnés de Marcel Proust à travers le monde entretiennent la légende d'un écrivain qui, comme nul autre, a fait de sa vie un roman et une œuvre d'art. Merci. C'est comme ça. Marcel Proust restera toujours dans nos cœurs.